Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième Investor Day, le Hamna Investor Day, un événement co-organisé avec la province de Hamna, le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi et l'initiative développement territorial OTED. Après le Marrakech Investor Day, le Safi Investor Day, c'est au tour de Hamna de révéler ses opportunités d'investissement et ses atouts. Et avec nous aujourd'hui pour révéler ces opportunités justement, deux panels d'experts, experts dans leur domaine qui travaillent et qui œuvrent pour le développement de cette province. Je vais appeler nos panélistes pour les mots d'ouverture à me rejoindre sur scène. Monsieur le gouverneur de la province de Hamna qui nous fait l'honneur de sa présence, monsieur le gouverneur. Madame la vice-présidente du conseil régional, bienvenue. Monsieur Yassine Rzioui, directeur entrepreneurship et venturing à l'université Mohamed VI Polytechnique, et notre directeur général au centre régional d'investissement de Marrakech-Safi, monsieur Yassine Msfen. Sans plus tarder, je donne la parole à monsieur le gouverneur pour un mot d'ouverture. Monsieur le gouverneur, à vous. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais réitérer mes remerciements à tous ceux qui ont permis à cette rencontre d'avoir lieu, cette rencontre ô combien importante pour la province et pour les gens également qui ont envie de connaître la province. Donc je voudrais adresser spécialement mes remerciements à M. Louali, M. le Président de la région, M. le Président de l'UMCISP et également M. le Directeur du CRI, de l'excellent travail qu'ils ont mené pour qu'on soit là, pour parler un peu de Hamna. Mes remerciements vont également à tous les participants, élus, secteur public, secteur privé et société civile. La province de Hamna a certainement fait parler beaucoup d'elle, notamment la ville de Ben Guerir, lors des dernières années. C'est grâce à un projet ambitieux, un projet économique, social et environnemental et culturel d'envergure que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a lancé depuis 2008 grâce à ses visites successives à la province. Hamna est désormais un pôle d'excellence, de savoir, d'innovation sociale et de développement durable. Je vais mettre l'accent sur ces trois mots qui sont je dirais, la marque de la province de Hamna. Alors pourquoi le savoir? Vous pouvez tous le deviner, c'est grâce au pôle de savoir qui est centré sur l'université polytechnique Mohamed VI, ce fleuron de la recherche et de développement qui est venu tracter toute la province et chercher l'excellence dans plusieurs domaines. Donc grâce à l'université Mohamed VI, mais pas seulement l'université, mais à tout son écosystème, vous avez certainement entendu parler de l'école 1337 du codage, de lycée Mohamed VI d'excellence et beaucoup d'autres initiatives très très importantes. Donc l'université elle-même constitue le noyau de développement de la province de Hamna et c'est elle vraiment le moteur de développement de la province. À côté de cela, la province de Hamna se veut un territoire, un living lab pour toutes les expérimentations de l'université. Maintenant, il y a beaucoup de laboratoires de l'université qui travaillent avec nous en tant que province. On est lié par une convention à l'université dans lesquelles on explore plusieurs expériences, plusieurs modèles dans le transport scolaire par exemple, dans l'économie solidaire, dans les maisons d'accueil des enfants. Donc l'université nous apporte des solutions smart, bien sûr en intelligence collective avec tous les acteurs concernés, mais des solutions smart pour les problématiques qui existent, notamment les problématiques du secteur de l'éducation, secteur de la santé et de l'emploi. Donc voilà le deuxième axe qui est l'innovation sociale. Et là, j'aimerais adresser mes vifs remerciements à OTED, j'ai oublié de le mentionner,
l'hôtel de Mme Sena El-Alami d'avoir, c'est le Social Innovation Lab qui est avec Mme Rahmouni de l'université qui travaille sur les questions de développement territorial de Rhamna et qui font de l'excellent travail. Le troisième axe, c'est le développement durable. Donc, grâce à la recherche et développement qui est prônée par l'Université Polytechnique Mohamed VI, les questions de l'eau, de l'environnement, des déchets solides, mais également de l'énergie solaire, etc., sont au cœur des recherches qui se font actuellement à l'université. Il y a un tas de projets énormément importants qui vont voir le jour d'ici peu. Et donc, voilà, Ben Guerir, grâce aussi à l'intelligence de ces acteurs, élus, société civile, etc., parce qu'on travaille, et la Fondation Rhamna pour le développement durable, pour ne pas l'oublier, parce qu'elle a joué un rôle très très important dans l'initiation de beaucoup de projets depuis 2008. Et donc, ça, notre secret à Rhamna, c'est peut-être ça, c'est une intelligence collective constituée de plusieurs acteurs, société civile, université en premier lieu. Et on est très orgueilleux, très fiers d'avoir l'université Polytechnique Mohamed VI à Ben Guerir qui, je dirais, constitue vraiment une fierté et nous positionne en tant qu'un hub de savoir et d'innovation. Voilà, donc, pour ceux qui ne connaissent pas assez l'environnement de Rhamna et de ses acteurs, mais je ne vais pas m'attarder beaucoup plus parce que vous avez certainement à connaître d'autres gens très intéressants aujourd'hui qui vont parler de Rhamna et des travaux qui se font à Rhamna. Donc, moi, je vous remercie tous d'être venus, de participer à l'animation de cette rencontre très importante. Et voilà, et donc, marhaba bikoum fi Rhamna Ben Guerir. Merci. Merci Monsieur le Gouverneur pour ces mots inspirants qui donnent le temps à cet événement. Avec nous aujourd'hui également Madame la Vice-Présidente du Conseil régional. Peut-être quelques mots d'un... مساء الخير مرحبا بكم لنا كامل الشرف باش نلتقيو اليوم ولكن مالوغوزمون ما وجدتش الكلمه ديالي لانه تخبرت في اخر لحظه دونك جو في مو ريتيري ما بارول. D'accord. Donc, Madame Zohal Ghandro, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la vice-présidente du président du Conseil de la région. Il représente Rhamna au Conseil. C'est une femme très dynamique, bien qu'elle ne parle pas beaucoup. Mais elle travaille beaucoup pour Rhamna. On la remercie énormément pour son travail. Merci. Et bien sûr, cet événement n'aurait pu voir le jour sans l'implication de l'Université Mohamed VI Polytechnique, que nous remercions aujourd'hui pour l'accueil. Avec nous de l'université, M. Essil Rzioui, directeur Entrepreneurship Venturing au niveau de l'écosystème de l'UM6P. La parole est à vous, M. Rzioui. Merci. Donc, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Monsieur le gouverneur de la région, Madame la vice-présidente, Monsieur le directeur du Centre régional d'investissement, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très ravi aujourd'hui d'être impliqué et d'intervenir dans le cadre de cette journée. Et je suis doublement ravi de vous accueillir ici et de vous souhaiter la bienvenue au sein du campus de l'université, le campus de l'entrepreneuriat de l'université Startgate. Et je souhaite que vous avez aimé le campus. C'est là où nos startups évoluent, c'est là où nos startups travaillent pour faire du Maroc et de l'Afrique un hub de l'innovation. Donc, permettez-moi de commencer mon mot par remercier quand même les collègues du Centre régional de l'investissement et aussi la situation au tête de la province de Rhamna pour, premièrement, le choix des thématiques qui vont être discutées aujourd'hui, mais aussi pour l'esprit d'initiative. Faire ou ouvrir le débat région par région d'une manière inclusive autour de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'investissement et en customisant cela aux spécificités de la région est pour moi une condition sine qua non du développement durable. Donc un grand merci et puis aussi merci à vous pour votre leadership sur la question qui va certainement permettre à la région
de devenir un hub et de réaliser ses ambitions en matière de développement durable. Donc en parlant un peu de l'université aussi dans ce rôle, l'université effectivement porte cette volonté forte de positionner, ou au moins de contribuer à positionner la région Marrakech-Safi, El Hamna, le Maroc et l'Afrique à l'avant-garde de la technologie et de l'innovation. Et depuis son inauguration, justement, ça a été fait en collaboration avec des acteurs locaux, des acteurs internationaux, et qui ont permis justement à construire ici même à Ben Guerir un centre qui va faire un centre d'excellence en matière de R&D, d'entrepreneuriat, de l'investissement dans l'innovation et bien évidemment dans l'éducation. Et donc, pour résumer un peu la stratégie du M6P d'une manière très straightforward, directe et simple, donc à partir des thématiques et des challenges pressants du continent africain, qui sont la sécurité alimentaire, l'industrialisation durable, l'inclusion digitale, le healthcare et l'énergie, donc l'université déploie des programmes de R&D et d'innovation très ambitieux. Donc c'est une approche top-down, pragmatique, qui a comme mission de servir les besoins et pas commencer de l'éducation pour faire de l'innovation, c'est l'inverse. Et bien sûr, je tiens encore à remercier encore une fois l'équipe d'organisation puisqu'ils ont inclus tous ces sujets-là dans les 2 panels qui vont être déroulés cet après-midi. Et si je me permets de dérouler rapidement les résultats et le bilan de ce qui a été fait à l'université, rapidement aujourd'hui, plus de 240 projets de recherche ont été lancés, qui ont donné lieu à des dizaines de brevets. Et en matière d'open innovation, plus de 300 startups ont été incubées ici à Startgate ou ailleurs via les programmes Venture in Entrepreneurship de l'université, dont certains ont déjà levé des dizaines de millions de dirhams. Et il y en a certaines qui représentent aujourd'hui une fierté pour le Maroc, et notamment la levée de fonds dernièrement de Shari de plus de 10 millions de dirhams, et qui ont été incubés le premier jour ici en partenariat avec Plug and Play. Donc tout ça pour dire justement que la région d'El Hamna a le droit d'ambitionner de devenir un hub régional de l'innovation. C'est un fait. Bien sûr, quand on a des acteurs publics avec une vision avant-gardiste et une grande agilité et une université, des infrastructures d'innovation de classe mondiale et des entrepreneurs et des investisseurs avec un mindset de risk-taking, le résultat est sûr. On a le droit d'ambitionner, de faire de ce hub-là, de ce campus, justement un centre de l'innovation qui va faire sortir aujourd'hui les licornes marocaines et africaines, Inch'Allah. Donc voilà, je tiens à vous remercier encore une fois pour l'invitation et très bon courage pour la suite. Merci Monsieur Lerzioui. Alors en effet, l'université et l'écosystème à l'UM6P se veulent aujourd'hui la plaque tournante de l'innovation, non seulement à l'échelle provinciale ou régionale, mais aussi nationale et continentale. Nous sommes très heureux et très fiers d'avoir un tel écosystème aussi dynamique, attractif et compétitif aujourd'hui dans la région. C'est toutes ces choses et bien d'autres qui constituent aujourd'hui le socle fondateur de la marque d'investissement Hamna Invest et la signature de la destination d'investissement qu'est la région. Trêve de suspense et sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre film institutionnel Marrakech Invest. Vous cherchez l'endroit idéal où investir ? Là où vous pourrez prendre de la hauteur, tout en étant au plus près de la nature et des plaisirs de la vie. Alors, venez voir par ici. Nous avons beaucoup d'opportunités extraordinaires à vous montrer. Au cœur d'un pays ouvert sur le monde, situé à 3 heures des grandes capitales européennes et sur les plus grandes routes maritimes mondiales, nous sommes au carrefour des échanges internationaux et à l'avant-garde de l'économie verte et décarbonée. Nous sommes une région qui offre toutes les facilités d'accès et de mobilité. À tous. Mais si vous êtes plus pressé, nous avons aussi des autoroutes et des voies express. Une excellente connexion au réseau ferroviaire national et bientôt un TGV. 2 ports et 2 aéroports internationaux.
savez, dans notre région, on ne manque pas de place pour vous accueillir. D'ailleurs, on s'en est déjà occupé. Nous disposons de plusieurs zones d'activités économiques de nouvelle génération adaptées à vos besoins. Elles permettront votre installation dans les meilleures conditions. D'autant que nous proposons aux investisseurs de multiples incitations et avantages. Vous vous demandez encore où investir ? Alors, sachez aussi que nous sommes un pôle de savoir et d'excellence, avec nos universités et nos centres de recherche qui forment les talents de demain à l'innovation scientifique, technologique et numérique. Des femmes et des hommes qui possèdent un vrai savoir-faire et l'amour du travail bien fait. Et notre jeunesse déborde d'une créativité et d'un dynamisme qu'elle est prête à mettre à votre service. Investir chez nous, c'est investir dans une région leader mondiale de l'économie verte. Résolument engagée en faveur de la protection de l'environnement, de la décarbonation de son industrie et des énergies renouvelables. Nous sommes très attentifs au développement durable. Parce que nous savons bien que les ressources ne sont pas inépuisables. Parce que notre Terre possède des richesses insoupçonnées. Une terre qui donne le meilleur d'elle-même pour faire naître des produits que le monde entier nous envie. Alors, vous êtes prêts ? Eh bien, venez voir par vous-même. Nous sommes là pour faciliter et sécuriser votre implantation. Nous accompagnons les investisseurs, tous les investisseurs, de l'idée de leur projet à sa réalisation et bien au-delà. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à découvrir une magnifique région attachée à ses racines et résolument tournée vers l'avenir. Une région qui a le sens de vivre ensemble. Et qui cultive l'art de vivre et d'investir. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans le top 10 mondial des destinations touristiques. Et ce n'est pas tout. Nous sommes en train de faire éclore 1001 projets qui vont changer notre avenir, votre avenir. Alors, vous savez maintenant où investir. Investissez, vous aussi, dans la région Marrakech-Safi. Marrakech-Safi, terre d'opportunités. Et si après tout ça, vous n'êtes pas encore convaincu d'investir, je pense qu'on n'y parviendra jamais. Je passe la parole désormais à M. Yassine Msfer, notre directeur général du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi. M. Msfer, à vous. Merci, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'être accueilli par Monsieur le Gouverneur et par tout l'écosystème de Rhamna. Je vais être très bref parce que les mots d'ouverture, c'est fait vraiment pour donner le ton. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'écouter nos experts panélistes. Alors, j'ai une présentation que je vais essayer de vous dérouler très rapidement, c'est 3 ou 4 slides. Première chose, c'est de remettre les choses dans leur contexte. Les séries Investor Day, c'est aujourd'hui un roadshow que organise le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi avec ses partenaires. Monsieur le Gouverneur les a cités, la wilaya de Marrakech-Safi, la région, le conseil régional de Marrakech-Safi, la chambre de commerce et d'industrie de Marrakech-Safi, la CGEM notamment, et tous les acteurs locaux et provinciaux. Nous sommes d'abord démarré plutôt avec Marrakech, la marque locomotive de la région. Nous avons ensuite fait le deuxième stop au niveau de Safi, SFI, la championne industrielle et énergétique. Et aujourd'hui, on est très fiers de s'arrêter à la troisième étape au niveau de Rhamna, qui est la terre qu'on a vue, d'après les discours aujourd'hui, la terre d'innovation et de durabilité. Comme vous le voyez ici dans la vidéo, les atouts et les potentialités de la région sont là, et vous voyez que le tiers ou la moitié des images que l'on a tournées, on les a tournées ici à Rhamna. Ça montre le potentiel et la place qu'occupe cette province au niveau de la région. Je vous rappelle très rapidement les missions du CRI, donc le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi.
il a la mission historique de guichet unique. C'est une mission de faciliter l'acte d'investir. Donc, vous êtes un investisseur et vous avez un projet d'investissement, on est là pour vous accompagner pour que ce projet d'investissement se réalise dans les meilleurs délais. On va voir après comment on fait. Nous avons aussi une nouvelle mission qui est celle d'être une agence de développement économique au service de la région et du conseil régional notamment, c'est-à-dire que notre mission, c'est de rendre la province de Rhamna et la région de Marrakech-Asfi dans son ensemble comme une région attractive et idoine pour l'investissement et pour les investisseurs. Et bien entendu, tout cela n'a pu être fait que grâce à une loi, la loi 47-18, qui a permis de mettre en place cet établissement public qui est devenu le Centre régional d'investissement. Alors, donc aujourd'hui, nos missions, donc j'ai parlé de la mission historique, qui est celle de faciliter l'acte d'investir. On va voir que cette facilitation aujourd'hui, elle est due à deux facteurs. D'abord, l'unification des procédures. Vous n'avez affaire aujourd'hui qu'à une seule et unique commission d'investissement, la commission régionale unifiée d'investissement, et ensuite par la dématérialisation et la digitalisation totale des actes d'investir. Donc vous avez des procédures aujourd'hui qui ont été dématérialisées, et je vous invite tous, je vois ici autour sur la scène, au niveau du public, je vois pas mal d'investisseurs qui sont passés par les services du centre. Vous avez accès donc à une plateforme CRI-invest.ma pour entamer vos procédures. Mais l'objectif n'est pas uniquement faciliter l'acte d'investir, c'est aussi de travailler très en amont sur les conditions favorables à l'investissement. Un investisseur aujourd'hui a besoin de données, d'avoir de la data, d'avoir de la documentation, d'avoir des informations fiables, transparentes, gratuites et mises à disposition de manière régulière. Il a besoin d'un accès au foncier, à un foncier compétitif. Il a besoin de trouver une ressource humaine qualifiée. Il a besoin d'un coût à l'énergie qui soit décarboné idéalement et qui soit compétitif. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on doit travailler sur ces conditions qui font que la région de Marrakech-Asfi et la province de Rhamna soient et restent compétitives. Et cette nouvelle mission de promotion qui a entraîné la mise en place de tels événements tels que le Rhamna Investor Day. Mais ce qui est très important, et j'insiste là-dessus, c'est que notre objectif n'est pas de dire que tout va bien. Notre objectif n'est pas de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de problème, que les investisseurs n'ont que des choses très intéressantes à faire et qu'il n'y a pas de challenge et de défi. Au contraire. Et c'est toute la nouvelle mission aussi du CRI, c'est de ne pas s'arrêter à l'acte d'investir, mais d'accompagner l'investisseur et tous les opérateurs économiques qui soient entrepreneurs, auto-entrepreneurs ou très grandes entreprises, de les accompagner après leur investissement. On a une stratégie d'aftercare qui permet aujourd'hui d'accompagner ces opérateurs pour régler leurs problèmes avec l'administration, régler les problématiques qu'ils rencontrent avec des problématiques liées au foncier, liées au transport, liées aux procédures. Donc tout cela, c'est une stratégie aftercare qui a été mise en place depuis maintenant un peu plus de 2 ans et qui fait partie intégrante de nos missions. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Est-ce que vous reconnaissez l'animal qui est... C'est une crevette. Très très bien. Alors, Rhamna, on connaît plus Rhamna pour choix peut-être, pour le ham. Alors, je tiens à vous dire, cette crevette, elle va être produite à Rhamna. On n'a pas de mer, on n'a pas de... Pourtant, il y a un investisseur qu'on a accompagné, que la région a accompagné, que la wilaya a accompagné, que toutes les autorités ici, que la commune a accompagné, que vraiment tout le monde a accompagné, l'OCP a accompagné, qui va faire de l'aquaculture de crevettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on va bientôt consommer tous de la crevette fabriquée, enfin produite à Rhamna. Cette innovation-là, elle est aujourd'hui possible parce qu'on a mis en place les conditions favorables et on est en train d'accompagner cet investisseur pour expliquer, pour que tout devienne possible. Donc on va bientôt consommer Bon, au-delà de la crevette, on a d'autres projets. On a la crevette plus 80 autres projets d'investissement qui ont été accordés favorablement lors des commissions régionales unifiées d'investissement. Nous avons aujourd'hui une part assez intéressante, on le voit dans le camembert, un peu plus d'un quart des projets d'investissement qui sont liés à la province de Rhamna. Et en termes d'emploi, on a plus de 17 000 emplois qui sont prévus depuis le démarrage de la nouvelle version des CRI au niveau de Rhamna. De manière un peu plus en détail, on voit qu'il y a des secteurs, bien entendu, des secteurs qui sont beaucoup plus porteurs au niveau de la province de Rhamna que d'autres secteurs. Par exemple, sur de l'hôtellerie ou de l'hébergement,
Ce ne sont pas les projets les plus dynamiques dans la région aujourd'hui, dans la province, mais on va voir que l'industrie commence à être très présente au niveau de la province de Hamna. On va voir que l'agriculture est toujours très, très forte, et l'artisanat également. Donc on a des secteurs, bien sûr, qui sont plus légitimes que d'autres, aujourd'hui en tout cas. Monsieur le gouverneur l'a dit, monsieur le représentant, le directeur de l'entrepreneuriat du M6P l'a confirmé également. La province de Hamna aujourd'hui, au-delà de son potentiel agricole et agro-industriel, Hamna, c'est un pôle de compétitivité en termes de technologie, en termes d'innovation, en termes de recherche et développement, en termes d'éducation et de savoir, tout ça autour du pôle de l'écosystème UM6P, et également tout ce qui va avec la durabilité, la décarbonation et les problématiques environnementales. Vous avez ici, je le citais tout à l'heure, le plus grand data center au Maroc, et en tout cas un des plus grands data centers d'Afrique, mais le plus rapide supercalculateur en Afrique. Vous avez ici également un institut de recherche lié aux problématiques énergétiques renouvelables. Vous avez un Green Energy Park, etc. Donc c'est tout un écosystème qui est dédié à ces points. Alors maintenant, deuxième chose, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc vous connaissez les GAFAM. Très bien. Alors où se situent ces GAFAM? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Quelle ville? San Francisco. C'est ça? D'accord. Bon, ils sont à 60 km de San Francisco. Au fait, ouais, bravo. Alors, tout le monde dit San Francisco. Voilà, ils sont à 65 km et à 50 minutes. Et vous savez quoi? Tous les GAFAM sont là-bas. Ben Guerir, ville verte, et Ben Guerir en général est à 65 km et 50 minutes de Marrakech. Au fait, aujourd'hui, nous nous trouvons aujourd'hui même dans la Silicon Valley de Marrakech et dans la Silicon Valley du Maroc. Et ça, c'est une réalité c'est une réalité depuis des années et qui continuera à être une réalité. On ne va pas dévoiler le secret, mais il y a encore beaucoup de projets en cours, beaucoup de projets qui vont arriver. Et donc, il faut qu'on se le dise. Nous sommes aujourd'hui, on est à Hamna, on ne va pas dire qu'on est à Marrakech, mais moi je dis on est à Marrakech aussi. C'est-à-dire en termes de marketing territorial, nous sommes la Silicon Valley de Marrakech. Et ça, il faut qu'on se le répète tous et le marteler. Nous sommes la Silicon Valley de Marrakech et il y a des opportunités aujourd'hui que propose ce territoire, la province de Hamna, que ne propose aucun autre territoire au Maroc. Et ça, on peut en être très fiers. Donc ici, c'est la Silicon Valley de Marrakech. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous donner comme indicateur avant d'ouvrir les panels. Le Centre régional d'investissement est prêt à vous accueillir, que vous soyez entrepreneur, TPE, PME ou grande entreprise, pour vous accompagner à vous implanter dans la province de Hamna. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Msfed. Je pense que cet événement est officiellement lancé. Encore une fois, merci à nos intervenants qui ont accepté notre invitation. Et un immense merci à vous, chers invités. Nous sommes très heureux de vous accueillir et vous souhaitons de passer un agréable moment avec nous aujourd'hui. Je vais demander aux panélistes de s'installer avant de lancer le premier panel. Nous allons démarrer notre premier panel, Atou Hamna, terre d'excellence durable. Avec nous aujourd'hui sur ce panel, Madame Mounia El-Hlou. Je vais appeler nos intervenants sur scène. Madame Mounia El-Hlou, directrice développement de la Société d'aménagement et de développement de la ville verte. Madame Mounia El-Hlou, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Toufek Aboudia, fondateur de Emerging Business Factory, de EPIC également, et secrétaire général de la CGEM régionale et plusieurs casquettes, mais on s'en... Nous aurons également avec nous sur ce panel des interventions par écran de M. Fouad Ladoui, écrivain économiste, et M. Rachid Gabaoui, professeur à l'EPFL
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et à l'UM6P, qui est aussi expert en intelligence artificielle. Madame Sarah Cherif Douazen, directrice de StartGate ici à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Alors pour introduire ce panel, je ne surprends personne quand je dis que Al-Hamna est aujourd'hui un territoire d'excellence. Al-Hamna est ancré aujourd'hui au cœur de l'excellence scientifique, technologique, urbanistique et entrepreneuriale de son territoire. Elle s'appuie sur la renommée et l'innovation de ses institutions, de ses acteurs, de ses entrepreneurs, de ses industriels, de ses étudiants et chercheurs pour développer son attractivité économique. Al-Hamna est pleinement associé aujourd'hui à la dynamique d'innovation et d'entrepreneuriat et constitue finalement un playground d'excellence et un laboratoire à ciel ouvert dont les apprentissages peuvent servir à d'autres territoires du royaume. J'ai aujourd'hui avec moi un beau panel d'experts placés sous le signe de cette excellence et pour discuter de cette excellence justement. Excellence scientifique et R&D, excellence urbanistique, excellence entrepreneuriale ou encore excellence dans une des nouvelles filières émergentes qu'est la filière du coding et le positionnement sur les nouvelles technologies destinées aux jeunes. Avant de donner la parole à Madame Lhlou pour nous parler de l'offre de l'écosystème de la ville verte, toute l'offre de la ville verte, nous allons voir justement une petite vidéo sur la ville verte. Ben Guerir, chef-lieu de la province d'Al-Hamna, sur l'axe Casablanca-Marrakech. Une ville idéalement connectée au réseau national autoroutier et ferroviaire. C'est ici que se développe un projet d'envergure nationale, la ville verte de Ben Guerir. Un nouveau pôle urbain fondé sur le savoir, l'innovation et le respect de l'environnement. Lancé en 2009 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ce projet réalisé en étroite collaboration avec les partenaires locaux a nécessité toute l'expertise et l'engagement du groupe OCP. Ville verte est le nouveau pôle de développement de la ville de Ben Guerir, contribuant à son renouveau, dont la vieille ville et le nouveau pôle formeront à terme un seul tissu urbain aux services mutualisés. La ville verte de Ben Guerir est conçue autour d'un écosystème du savoir, dont le cœur de développement est l'Université Mohamed VI Polytechnique. Inaugurée en 2017, elle accueillera à horizon 2025 6 000 étudiants et chercheurs, marocains et étrangers, pour des cursus sous le sceau de l'excellence. Ici, tout le monde a sa chance, grâce à un système de bourse qui repose sur le mérite scolaire. Le campus offre un cadre de vie, d'études et de travail idéal. Les infrastructures de haute qualité favorisent l'épanouissement et le bien-être. À terme, l'Université Mohamed VI Polytechnique s'enrichira de nouveaux bâtiments, une faculté d'architecture, un pôle sciences et technologies, un pôle sciences humaines, un nouveau palais des congrès, de nouvelles capacités hôtelières, un digital center et un student center. Le lycée d'excellence est une autre composante clé de l'écosystème du savoir. Opérationnel depuis 2015, c'est un établissement scientifique et technologique doté d'un secondaire qualifiant et de classes préparatoires aux grandes écoles. Ouvert aux élèves méritants et doté d'une dimension sociale favorisant l'accès à l'excellence aux élèves brillants issus de milieux vulnérables, il constitue une pépinière de talents et contribue à l'émergence d'une élite issue de la diversité sociale de toutes les régions du pays et de l'Afrique. Dédiée au numérique, 1337 est la première formation en informatique par excellence au Maroc, entièrement gratuite, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et accessible à tous, sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique. Résolument tourné vers l'avenir, cet établissement, sans classe ni professeur, est basé sur la pédagogie du peer learning, un fonctionnement participatif qui permet aux étudiants de libérer leur créativité grâce à l'apprentissage par projet. Le Centre de compétences industrielles est une plateforme de formation continue pour les collaborateurs de l'écosystème. Doté d'outils pédagogiques de dernière génération, ce centre est en parfaite adéquation avec l'environnement professionnel. Tous ces éléments constituent l'écosystème du savoir qui fonctionne en étroite synergie avec le monde de la recherche et de l'entreprise. Enseignement supérieur, pôle de recherche et développement, Living Labs, Tech Park,
Fort de tous ses atouts, Ben Guerir est au cœur d'une nouvelle dynamique qui favorise la création d'entreprises et d'emplois et qui fait de la ville un pôle d'excellence académique de classe mondiale. L'architecture et l'urbanisme sont ici au service d'une nouvelle conception de la ville. Dans la ville verte, la durabilité est un principe de vie et l'innovation est omniprésente. Cité smart, avec ses services urbains intelligents. Cité numérique et connectée dotée d'un réseau de fibres optiques de dernière génération. La ville verte est aussi ouverte sur le monde de l'entreprise. Le Tech Park est une zone d'activité économique dédiée aux acteurs de l'innovation. On y trouve un incubateur de start-up, un data center, un téléport et prochainement un business center. 2 plateformes de recherche trouvent également leur place dans le Tech Park. Le Green Energy Park, dédié à l'énergie solaire, et le Green and Smart Building Park, qui travaille sur la conception de bâtiments verts, éco-responsables, préfigurant la ville durable et smart de demain. Le Tech Park a accueilli en 2019 la première édition africaine du Solar Decathlon. 54 universités de 20 pays du continent ont présenté des logements abordables à haut rendement énergétique, adaptés au climat africain. Écologique, la ville verte s'inscrit dans une démarche de certification environnementale. La certification Lead for Neighborhood Development. Cela implique le respect d'engagements rigoureux, une conception urbaine innovante, le recours aux énergies propres et renouvelables, et une gestion intelligente et responsable de l'énergie, des transports urbains, des déchets et de l'eau. Les rejets des eaux usées de la ville sont traités dans une station d'épuration et réutilisés pour l'arrosage des espaces verts. Construire une ville verte dans un environnement semi-aride, sans mettre en péril les équilibres naturels, c'est le défi relevé avec succès par ce nouveau pôle urbain. Symbole des ambitions écologiques de Ben Guerir et de la ville verte, ce corridor végétal, long de 4 km. Un fleuve de verdure qui unit et intègre les 2 cités. Cette coulée verte sera ponctuée d'oasis, nouveaux lieux de vie et de convivialité urbaine, dotés d'équipements culturels, sportifs et de loisirs. Cité du savoir, de la durabilité et de l'innovation. La ville verte ambitionne de faire rayonner un nouveau modèle d'urbanisme qui replace la nature et l'individu au centre de la cité. Ville verte de Ben Guerir, la nature et l'homme au centre de la cité. Des applaudissements. Bravo pour ce que vous avez construit. Nous avons ici vraiment un parfait exemple justement de planification, d'urbanisme, de l'application d'une grande vision. Mais la ville verte est une ville encore inachevée et plus de projets sont inattendus. Pourriez-vous nous en dire plus? Avec plaisir. Au fait, je vais zoomer sur le Tech Park parce que c'est notre sujet aujourd'hui, la zone d'activité économique et d'innovation. Et je voulais juste planter le décor avec ce film pour voir dans quel espace urbain, dans quelle ambition et quelles normes se place le Tech Park, qui est une zone d'innovation destinée aux investisseurs. J'espère qu'aujourd'hui, il y a entre vous des investisseurs qui seraient intéressés par investir dans cette belle zone de Ben Guerir qui est animée par un écosystème d'innovation, un écosystème de recherche. Donc, comme je l'ai dit, pardon, excusez-moi, je vais juste essayer de passer le... Voilà. Alors, pour zoomer sur le Tech Park, comme vous le voyez, le Tech Park est une partie intégrante de l'écosystème du savoir. Il se trouve juste devant l'université, que vous voyez sur le plan, et il complète son offre. C'est une première phase de 67 hectares, qui est aujourd'hui une première phase livrée, aménagée, et nous avons aussi eu, juste la semaine dernière, les titres fonciers des différents lots. Les lots sont entre 500 et 1000 hectares, 500 et 10 000 mètres carrés, et donc peuvent recevoir différents types d'investissements, mais particulièrement des investissements qui sont en lien avec la recherche. C'est une zone verte, ça veut dire elle ne peut recevoir d'activités polluantes. C'est une zone qui a pour priorité d'être en contact avec l'université, c'est-à-dire avoir... au fait, les gens qui viennent s'installer au Tech Park viennent s'installer parce qu'il y a l'université, parce qu'il y a des ponts avec l'université, et ces ponts permettent d'avoir un certain nombre de main-d'œuvre qualifiée, un certain nombre d'axes de recherche à préparer ensemble pour stimuler justement et promouvoir l'innovation
avec les différents centres de recherche et de développement qu'il y a dans l'université. Cette plateforme essaie aussi d'offrir une infrastructure attractive par rapport à une offre foncière. Comme je l'ai dit, nous avons une offre foncière qui est aménagée, qui est assainie et qui est prête à être louée ou cédée, mais de préférence, c'est des lots de terrain qui sont à la location pour maîtriser le développement et maîtriser la qualité de ce qui se fait dans cet espace. C'est un espace qui va recevoir des bureaux, qui va recevoir des ateliers et pour lequel nous avons une offre de services qui est diversifiée. Ça va du lot au local pré-aménagé, à la location de bureaux et ça sera à la demande et avec un accompagnement à tous les niveaux. Je suis certaine que nos amis du CRI peuvent accompagner de manière très étroite la création d'entreprises. Nous-mêmes, avec l'ensemble des dispositifs locaux, nous sommes là pour un accompagnement soit en construction, soit en facilitant les démarches administratives, sachant que nous profitons, et on ne le dit pas assez, on profite à Ben Guerir d'un dispositif local qui est très facilitateur, qui accompagne les investisseurs. On ne trouvera jamais un avis favorable donné à des projets. On sera plutôt dans tout le dispositif sera dans la facilitation, sera dans l'encouragement et dans trouver des solutions. Et ça, c'est quelque chose de très important sur un territoire pour un investisseur, avec des valeurs de services ajoutés comme la possibilité d'être dans un parc, on va dire, de ressources humaines hautement qualifiées qui permettra de développer des laboratoires, de développer des joint ventures et aussi on est dans une démarche de faciliter la création d'entreprises avec des recherches de financement, avec tous les éléments de l'écosystème ici présents qui permettent de financer, qui permettent de trouver des partenariats et qui permettent de faire évoluer ce sujet. Le Tech Park, c'est déjà aujourd'hui, dans sa première phase, 60% de superficie qui est déjà occupée, qui est déjà réservée. Donc il ne faut pas attendre, il faut faire vite si vous voulez être parmi les premiers à s'installer devant l'université et dans le cadre de cet écosystème et de faire partie de cet écosystème. Parce que faire partie de ce Tech Park, c'est profiter d'un Fab Lab qui est en train d'être construit, de profiter d'espaces communs de travail, profiter d'espaces communs de loisirs, sachant qu'aujourd'hui, Ben Guerir permet d'avoir dans l'ensemble du tissu, mais également dans Ville Verte, du logement pour les collaborateurs, de la santé, et avec nous, professeur Malka qui va peut-être en parler, de haut niveau, avec un CHU qui est en train d'être lancé en construction, de l'éducation de haut niveau. Donc, on est capable aujourd'hui à Ben Guerir, en partenariat avec l'université, d'attirer des investissements dans l'innovation et permettre à tous les cadres et de permettre à toutes les RH qui vont être attirés, aux start-upers qui vont être attirés par la région, de répondre à leurs besoins en noyaux urbains de qualité. Voilà. Fantastique. Je sonne la cloche de l'opportunité. J'invite tous les investisseurs ou porteurs de projets intéressés à se rapprocher de la SADV ou du Centre régional d'investissement pour vous accompagner sur vos projets d'implantation dans le Tech Park, qui est un écosystème très très favorable. Place maintenant à l'expérience entrepreneuriale et pour en parler, nul autre que Madame Sarah Cherif Douazen, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, directrice du Startgate, qui nous accueille dans ses locaux. Le Startgate, au-delà d'une infrastructure impressionnante, c'est aussi une belle success story. Et justement, on aimerait vous demander qu'est-ce qui fait le succès du Startgate et quelles sont les réalisations aujourd'hui, les levées de fonds, et puis on vous laisse parler du Startgate en général. Merci. Merci beaucoup. Marhaba bikoum. Vous faites tous partie de la région, donc vous êtes chez vous. Je voulais vous dire qu'on était au sein du Tech Park, pour suivre ce que disait Madame Mounia El-Hlou. Donc ici, vous êtes sur le territoire du Tech Park. Alors Startgate, donc c'est un campus de start-up
Pourquoi est-ce que cette dénomination de campus? Parce que c'est un endroit en fait où on accueille un certain nombre de programmes et de services qui sont à destination des startups. On n'est pas juste un seul programme d'accompagnement, mais on est toute une communauté. Et c'est ce qui fait en fait, cette force, ou ce qui a servi un peu, qui a fait un peu le succès de Startgate, c'est ce dont parlait tout à l'heure Monsieur le Gouverneur, c'est de cette intelligence collective. Ce dont vous avez tous parlé, c'est le fait que nous sommes un écosystème. Nous ne sommes pas isolés, ce n'est pas un espace ou un bâtiment au milieu de nulle part, mais c'est un ensemble d'acteurs qui sont tout autour et qui sont partenaires avec nous et qui nous aident et qui sont tous engagés à favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation. Et c'est la première chose qui nous aide, c'est que tous les gens avec lesquels on collabore souhaitent eux aussi développer l'innovation et l'entrepreneuriat. Et donc, je vais citer un petit peu quelques-uns de ces facteurs clés de succès. Donc, le premier, c'est cet écosystème de l'UM6P, qui, avec toutes ces infrastructures et ces services qui sont autour, et que tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs en fait, qui vont arriver vont pouvoir bénéficier, comme disait Madame Hlou, du Fab Lab pour prototyper leurs futurs produits. Ils vont pouvoir bénéficier de l'expertise qu'il y a au sein de l'écosystème. Ils vont bénéficier des talents de ces jeunes. Il y a donc des startups plus matures qui viennent chez nous pour en fait recruter, travailler avec ces jeunes talents, etc. En fait, cet écosystème nous apporte régulièrement toute une richesse. Il nous apporte aussi énormément de gens qui viennent nous rencontrer, des visiteurs. Et ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs recherchent, donc tout un réseau derrière. Autour de nous, il nous est très facile, en fait, quand un entrepreneur vient nous voir en nous disant on voudrait rencontrer telle entreprise, on voudrait rencontrer tel organisme public, tel acteur, eh bien, forcément, l'un d'entre nous le connaît et donc ça nous aide, en fait, dans le développement du réseau, dans cette assistance qu'on va apporter aux entrepreneurs. Autre chose dont nous sommes très fiers, c'est aussi nos programmes d'accompagnement. En fait, on a attiré un certain nombre de programmes d'accompagnement qui ont été soit développés par UM6P elle-même, comme par exemple YouFounders ou le P-Curiosity Lab, ou d'autres programmes d'accompagnement qui ont été faits avec des partenaires nationaux ou internationaux. Je citerai pour le national, on a l'exemple avec notre partenaire ministère de l'Industrie et du Commerce et Fondation OCP, un programme qui est spécifique au secteur du commerce, qui va aider à la digitalisation des petits commerçants. C'est le Moroccan Retail Tech Builder. On a également en partenariat avec MIT Sandbox, on a un programme qui s'appelle Explorer et qui, lui, va porter de l'expertise et du financement à des porteurs de projets. On a aussi un programme d'accélération avec Plug and Play, qui, eux, sont un acteur international et qui nous apporte aussi un maillon manquant, qui est cette ouverture à des marchés internationaux et cette aide à attirer des investisseurs pour justement les startups qui sont dans la phase d'accélération. Donc je disais tout à l'heure, donc l'écosystème du M6P, les programmes d'accompagnement, mais aussi tous nos partenaires. Donc on a la chance aussi d'avoir le CRI qui vient tous les mercredis chez nous et qui vont aider à la création d'entreprises et qui va soutenir aussi ces porteurs de projets et qui sont très actifs et très réactifs et qui nous sollicitent aussi pour en faire plus. Donc j'espère qu'avec tous les programmes là qu'on est en train de lancer, on aura encore plus l'occasion de collaborer pour créer davantage d'entreprises. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ça, ce sont les humains, c'est l'être humain, ce sont tous ces gens qui sont là et qui contribuent et qui sont engagés pour ça. Et ça, c'est un écosystème qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est vraiment ça. On peut trouver dans d'autres villes des entreprises qui sont là, qui sont juste à côté, et ça ne fonctionne pas forcément. Ici, ce qui fonctionne, c'est que tout le monde veut aider, et tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice. Et donc tous les acteurs publics, privés, participent avec nous à nous aider à accompagner, à créer des entreprises, à accompagner des entreprises innovantes à percer. Et je les remercie. Je saisis l'occasion, Monsieur le Gouverneur, le CRI, tous les gens qui participent à nous aider en fait dans notre aventure entrepreneuriale, dans notre aventure d'aider les futurs entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup, Madame Cherif Douazen. Nous nous réjouissons de voir une telle fraîcheur, une telle énergie, et croyez-moi, beaucoup nous envient ça.
Toujours dans la même lancée, je me réjouis et je suis très très ravi d'avoir avec nous aujourd'hui M. Tofek Aboudia. M. Tofek Aboudia est le fondateur d'Emerging Business Factory et d'Emerging Business Foundation, qui est un incubateur qui est basé à Marrakech. Mais M. Aboudia, par la force des choses et naturellement, s'est transformé en un acteur de développement territorial et le REACH est passé un petit peu en dehors de Marrakech, sur d'autres endroits de la région, avec des interventions notamment sur l'accompagnement entrepreneurial à Qla'a, à Essaouira, bientôt à Rahamna. M. Tofek Aboudia est également un militant de la tech. C'est pour ça qu'il accompagne beaucoup le développement de la chaîne de valeur Codine un petit peu dans la région. Donc, Monsieur Aboudia, pourriez-vous partager avec nous la vision du positionnement de la province en matière d'économie numérique et avec des talents et un écosystème aussi vif, un data center de pointe, quel est l'avenir que nous pouvons espérer aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous et merci encore pour l'invitation. Je ne saurais nommer toutes les personnes bienveillantes ici, à commencer par Monsieur le Gouverneur, mais aussi Monsieur l'Alem, que j'ai connu ça fait 2 ans. Je pense que vous avez peut-être pioché dans tous mes mots par rapport à l'intelligence collective et je ne vais pas faire un bis repetita, mais je vais plutôt m'épancher sur quelques actions ultra court terme, des choses intéressantes qui ont commencé à être discuté entre les acteurs de la province. Je ne vous apprends peut-être rien, mais la province, elle est déjà leader par son positionnement sur le savoir. Et dans le savoir, il y a plusieurs verticales, il y a plusieurs secteurs. Et celui qui me passionne le plus, c'est celui du digital. Et il se trouve que je ne suis pas jaloux, parce que être jaloux, c'est vouloir enlever quelque chose à quelqu'un. Je suis envieux. Et la dernière fois où j'ai fait l'aller-retour Marrakech Ben Guerir, honnêtement, j'ai même pas senti le chemin. Donc, pour moi, c'est comme si je partais de Douala Askar ou quelque part à Marrakech. Donc, je sens de plus en plus de l'appartenance à cette ville qu'est Ben Guerir, mais à la province que j'aimerais bien découvrir, qu'on a essayé de découvrir ou la faire découvrir à travers justement l'une de nos startups l'année dernière, qui a été découvrir les tiers-lieux, les zones rurales et les flatter avec le Conseil régional du tourisme. Mais aujourd'hui, on a envie de découvrir ces lieux où Monsieur le Gouverneur nous chuchote depuis quelque temps l'importance de venir avec la technologie et dresser des bilans, faire de la data, mais venir avec des propositions sur le terrain et récupérer la quintessence du digital et de la technologie au profit du territoire et notamment tout ce qui est vert. Donc c'est quelque chose qui nous séduit, qui nous ravit. Je pense qu'il y a des initiatives extrêmement importantes qui ont déjà été entamées ici, mais je pense que Marrakech a une petite pierre à apporter. Et vous savez quoi, l'acteur que je suis, moi je suis d'abord un acteur du privé, donc je suis un entrepreneur digital. C'est comme ça que, au fait, c'est mon salaire aujourd'hui. Je gagne ma vie grâce à une boîte dans le digital. Et je le dépense dans une boîte qui fait de l'intelligence collective. Donc cette boîte-là qui est montée de un développeur nocturne qui travaillait pour Marie-France, ça fait 9 ans, qui est devenu aujourd'hui, je pense, leader dans la zone au moins nord-africaine, à gérer des médias en ligne et à gérer tous les médias français. Je pense qu'elle a une petite sauce qu'elle peut partager avec énormément de jeunes. Et ces jeunes-là, ils sont déjà ici à Ben Guerir, ils sont déjà ici à Rahamna. Il n'y a absolument pas de secret, il faut juste maîtriser un peu de codine et vous avez déjà l'une des plus belles institutions de codine Rahamna. C'est des collègues, c'est des gens qui nous inspirent. On a envoyé beaucoup de jeunes, beaucoup de stagiaires qui ont commencé à Marrakech, ont été séduits par le 1337 et sont venus s'installer à Ben Guerir, mais qui sont devenus des ambassadeurs, notamment des ambassadeurs de la nouvelle façon d'apprendre, celle du partage, parce que c'est ça le peer-to-peer qu'exerce le process ou là le procédé de 1337. C'est le partage entre deux personnes, comment est-ce qu'il va coder, et donc le lendemain, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé des entrepreneurs digitaux, mais qui sont dans le partage, ce qui est extraordinaire. Ce n'est pas le cas des GAFAM, j'allais dire à monsieur Msfer. C'est des gens qui se sont peut-être pas mal bagarrés sur le marché, alors qu'ici, il y a création et co-création de gens qui vont travailler ensemble et peut-être travailler sur l'industrie digitale et sur l'offshore. Je pense qu'il n'y a absolument plus de secret à dire que dans notre région, entre les universités de Marrakech, à Marrakech, je connais le chiffre. Tout à l'heure, j'ai vu le chiffre de 5000 personnes, ou 5000 étudiants, 6000, pardon,
Qui dit mieux? Peut-être que bientôt ça va être 8 ou 10. Voilà, donc imaginez combien d'entreprises peuvent sortir. Et en plus, le ticket d'entrée pour une entreprise comme celle-là, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger qu'une entreprise qui nécessite, excusez-moi les industriels, mes amis que je vois derrière et devant, c'est beaucoup plus léger. C'est-à-dire qu'avec 100 000 dirhams, on peut démarrer une agence web. On peut démarrer un premier bout de code qui va être valorisé au bout de 6 mois ou là, au bout de 2 ans. Et je pense que c'est très facile aujourd'hui d'aller dans ce sens. Et d'y aller avec la jeunesse, mais aussi composer avec les grands investisseurs qui viennent à Marrakech, peut-être pas encore spontanément à Ben Guerir, mais qui viennent à Marrakech pour des séminaires, qui viennent pour juste acheter des villas dans des zones UP. Et c'est comme ça que j'ai connu certains investisseurs. Patrick Chassani, que j'ai connu, qui aujourd'hui travaille avec le Conseil régional de l'investissement, c'est quelqu'un qui avait auparavant vendu Amen à 200 millions d'euros, il avait vendu Photolia 75 millions de dollars, et il est venu fêter dans les alentours de Marrakech cette vente de Photolia. Et le lendemain, j'ai frappé, j'ai sonné à son numéro de téléphone, et grâce à une conversation qui a duré 3 heures dans un joli café de Marrakech, il y a eu un investissement de 6 millions d'euros sur la première plateforme de musique arabe au monde, qui était Yala, dont toute la technologie était faite ici, dans notre région, en 2009. Donc vous pouvez imaginer ce qu'on peut faire en 2022. Donc bref, aujourd'hui, avec la chaîne de valeur Codine, qui a été dressée par la Wilaya et par les parties prenantes, notamment le CRI, il y a un budget pour créer une étincelle. Et ce budget-là, on en a parlé avec monsieur le gouverneur la dernière fois, serait le cordon ombilical de toutes les provinces de la région. Il y a un leadership et un pilotage qui se fait depuis Hamna. Pour moi, il est plus que légitime. Mais il y a une intelligence à connecter les bouts du puzzle, les pièces du puzzle. Pourquoi? Parce que dans le futur, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est ces investissements qui sont de très haute qualité et très légers d'entrée, notamment dans le digital. Et on parle ici de haut de gamme de digital nomades. Je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle tendance des digital nomades. Ce sont des gens qui gouvernent leurs entreprises, qui gèrent leurs tâches à distance et qui viennent et qui commencent à choisir des régions au Maroc. Et là, on peut rentrer en compétition avec une région que je nomme ou pas. Sousmassa qui fait un super bon travail. Grâce à ce qui a été créé au niveau de Tarazout, il y a énormément de grosses boîtes qui commencent à s'installer à Tarazout pour opérer leur business à l'étranger. Donc je pense que cette marque qu'est Marrakech, et je pense que tout à l'heure, M. Msfer, il a insisté là-dessus, cette marque, il faudrait capitaliser là-dessus pour amener davantage de digital nomades. Et avec les digital nomades, on peut composer 2 faisceaux de développement et d'émergence d'une industrie culturelle et créative qu'est le digital. Donc je ne sais pas si je sors du propos, mais globalement, c'est l'une des plus belles promesses, je pense, que de la région. Et elle compose automatiquement avec le vert. Elle compose automatiquement parce que, vous le disiez encore, monsieur le gouverneur, c'est la data, donc c'est du digital. Pour le vert, c'est les logiciels, c'est l'intelligence artificielle, la prédiction. C'est aussi le monde des IoT, les objets connectés. Donc tout ça, c'est du digital. Donc c'est fini le temps où on mettait de côté la terre, l'herbe, les graines, et de l'autre côté les ordinateurs. J'ai connu ce temps-là parce que tous mes oncles, c'est des paysans. Donc, mamie, tous mes oncles, je les ai vus absolument pas utiliser le digital. Mais aujourd'hui, c'est impossible au moins de ne pas utiliser WhatsApp pour recevoir une information, ce qui est toujours du digital. Donc bref, je pense qu'il y a un boulevard, et je pense que grâce à cette intelligence collective, si vous nous adoptez déjà, vous adoptez toutes les initiatives dans la région ici à Ben Guerir, je pense qu'il pourrait y avoir une super belle greffe, et on peut ramener un peu, de manière humble et modeste, une brique à l'édifice. Merci. Merci, cher Tofek. Au fait, feel free de nous utiliser en tant que CRI comme pivot pour coordonner entre nous et faire justement émerger et donner l'impulsion à cette belle intelligence collective. Les digital nomades sont en effet identifiés comme une cible d'investisseurs émergents que nous nous devons de convoiter et d'attirer, parce que tout simplement nous avons les atouts naturels pour parler à cette cible. Je me tourne à présent vers l'écran où l'on accueille M. Fouad Ladoui, ingénieur, écrivain, économiste, ainsi que M. Rachid Graoui pour 2 témoignages.
m'appelle Fouad Laroui, je suis professeur d'histoire et de philosophie des sciences à l'université UM6P de Ben Guerir. Nous sommes ici au cœur d'Hamna, dans la ville de Ben Guerir, à l'université UM6P. Je voudrais vous parler de cette université. Il y a 3 campus. Il y a celui de Rabat, il y en a un autre à Laayoune, il y en aura bientôt un à Gaza, ça en fait 4. Celui de Ben Guerir, où nous sommes aujourd'hui, est spécialisé dans la science. Alors, il y a la physique, la science des matériaux, médecine, architecture qui mêle la science et l'art. Et on est quelque part, on est entièrement concentré sur l'idée de l'excellence dans le domaine d'enseignement et dans le domaine de la recherche scientifique. Alors, à part les professeurs et les doctorants, il y a, je crois, 300 personnes ici qui font des thèses. C'est énorme. Mais à part ça, il y a aussi autre chose. Il y a la semaine de la science. C'est un événement qui a lieu 1 fois par an. Cette année, il aura lieu en février 2023 et qui attire des scientifiques, des chercheurs, des conférenciers du monde entier, qui permet aussi aux gens qui sont ici, aux chercheurs, aux professeurs, à certains étudiants, de montrer ici et un peu partout ce qu'ils font. Donc ça, c'est la semaine de la science, qui permet aussi de dire très clairement quelle est notre préoccupation constante. À part cela, il y a un institut qui s'appelle Institut d'études avancées, donc en anglais c'est Institute of Advanced Studies, qui a pour ambition d'inviter, de voir passer ici sur le campus les meilleurs scientifiques du monde. C'est-à-dire on parle ici au niveau des prix Nobel. Les invités ici qui viennent entrer en dialogue, en synergie avec nos chercheurs. Donc on a créé cet Institute of Advanced Studies assez récemment, en fait cette année. Il y a ça. Et puis il y a un autre projet très intéressant ici. Ça s'appelle Art in Context. Et on demande à des artistes du Maroc, en général des artistes marocains, dans une seconde étape, ce seront des artistes africains, de venir ici sur le campus, d'imaginer des œuvres qui tiennent compte de la taille, vous avez vu la taille de ce campus, qui tiennent compte des couleurs dominantes, qui tiennent compte de la destination des bâtiments, parce qu'une fac de médecine là-bas, c'est pas comme la fac là-bas qui... Enfin, c'est pas l'architecture, la science des matériaux, enfin, ce sont des facs différentes, et qui tiennent compte de tout cela, et les artistes doivent proposer des œuvres d'art, qui vont faire de ce campus le plus beau du monde. Je dis bien du monde, je dis pas du Maroc, je dis bien d'Afrique, j'oserais presque dire de la galaxie, bon, mais je reste modeste, je dis du monde. Et c'est là que la science, la technique et les arts vont se mélanger, c'est qu'on demande aux artistes de travailler avec nos propres chercheurs. Par exemple, si un artiste veut faire une très belle sculpture en marbre, on lui dit, nous, on a mieux que le marbre. Ici, il y a des gens dans le département de sciences des matériaux qui ont créé, à partir des déchets de l'OCP, qui ont créé un matériau qui est aussi dur, aussi beau, aussi éternel que le marbre, mais qui pèse genre 10 fois moins. Et donc on dit aux artistes, vous allez travailler avec ce matériau. Donc pour me résumer, la semaine de la science, l'Institut d'études avancées, Art in Context, avec les techniciens et les chercheurs ici. Donc au-delà de l'enseignement et de la recherche, il y a plein de projets. Et c'est pour faire de l'université l'UM6P dans son campus de Ben Guerir la ville de la science au Maroc. De la même façon que quand on pense à la science en Angleterre, il y a Cambridge. D'ailleurs, j'ai enseigné Cambridge et Oxford. Ici, on va faire l'économie d'une ville. On va mettre Cambridge et Oxford à Ben Guerir. Bonjour, je m'appelle Rachid Graoui, je suis professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Je suis aussi membre du comité de pilotage de la faculté du numérique de l'UM6P, l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir. J'ai travaillé par le passé au commissariat à l'énergie atomique à Saclay en France, au laboratoire HP à Palo Alto, au MIT à Boston, plus récemment au Collège de France. Et ma spécialité, c'est ce qu'on appelle le numérique, c'est-à-dire les algorithmes et les machines, ce qu'on appelle aussi l'informatique. Et la révolution du numérique est une révolution incroyablement puissante, beaucoup plus puissante que la révolution industrielle. Pourquoi est-ce qu'elle est plus puissante? Parce qu'elle va beaucoup plus vite
Elle atteint énormément de domaines et surtout, elle n'a pas besoin de matières premières comme le pétrole ou le charbon, etc., autre que le cerveau humain, quelques bouts de papier pour écrire des algorithmes et évidemment quelques ordinateurs pour les exécuter. Mais aujourd'hui, le moindre téléphone, smartphone est aussi puissant que l'ordinateur qui a envoyé le premier homme sur la Lune, l'ordinateur qui a géré la première mission lunaire. Donc les ordinateurs d'aujourd'hui, ils sont déjà suffisamment puissants. Donc cette révolution du numérique, clairement, amène des potentialités incroyables. Et la région dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la région de Rhamna, Marrakech, Asfi, est une région qui pourrait se prêter qui pourrait devenir une espèce de Silicon Valley marocaine. Pourquoi? Parce que il y a des têtes pensantes, rappelez-vous, c'est ça dont on a besoin. Il y a une population assez jeune, il y a des universités très prestigieuses, bien évidemment l'université Mohamed VI à Ben Guerir, l'université Qadi Iyad à Marrakech a en son sein un laboratoire de mathématiques que je connais bien qui est très très fort. L'école nationale des sciences appliquées de Safi a une très bonne réputation, elle produit des ingénieurs très très bons, et de manière plus générale, Safi a produit, peut-être c'est la sardine des mathématiciens de renom. Donc cette région-là, avec un foncier qui est dans certaines régions assez bon marché, et puis des bonnes têtes pensantes, pourrait quelque part devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une Silicon Valley. Rappelons-nous, la Silicon Valley autour de l'université de Stanford et Berkeley, là où elle est, il n'y avait rien avant. Il y a eu d'abord une université, Stanford pour commencer, ensuite d'autres, et puis des entreprises, etc. Mais il faut bien se rappeler qu'il n'y avait rien, et puis des têtes pensantes sont arrivées, et puis aujourd'hui, c'est une économie florissante à travers le monde grâce au numérique. Merci de votre attention, et à bientôt, j'espère. Et avec ces deux beaux témoignages inspirants, nous avons terminé notre premier panel autour de l'excellence. Je tiens à remercier nos intervenants qui ont accepté notre invitation et je vais vous demander de les applaudir. Et on passe au deuxième panel, Innovation Agri, Hospitality, Health, Energy and Biotech, dans quelques instants. Merci. Alors un deuxième panel d'exception pour aller cette fois-ci découvrir les secteurs phares de la province, la proposition de valeur unique de la province qui est de combiner des secteurs historiques avec la tech et c'est là toute la force de cette province. Repenser les forces historiques à l'aune des nouvelles technologies et ce afin de les préparer pour l'avenir. Avec moi sur scène pour en discuter, j'accueille M. Mohamed Kamel, coordinateur de l'Union de gestion de projets économie sociale et solidaire au sein de la province d'Al-Hamna, conseiller Monsieur le gouverneur. Monsieur Gabriel Malka, doyen de l'Institut supérieur des sciences biologiques et paramédicales ici à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Madame Bouchra Rahmouni, Head of Innovation Social Lab à l'UM6P. Et Madame Souad Abdarma, présidente de la coopérative Bledi et présidente de l'Association marocaine des femmes agricultrices. Nous avons également avec nous M. Baroudi, qui est le directeur général de la Société d'ingénierie énergétique. M. Baroudi, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais me tourner vers M. Mohamed Kamel. M. Mohamed Kamel, l'agriculture est aujourd'hui l'un des secteurs historiques de la province. 17%, c'est d'ailleurs la part de la superficie agricole utile que représente la province par rapport à la région. C'est dire donc le poids de ce secteur dans l'économie de la province. Sauf que Rhamna a beaucoup d'ambition en la matière. Un complexe économique de premier plan est attendu très prochainement, avec qui est un complexe tripartite, avec un agropole, une zone logistique et un marché d'intérêt national qui se veut le Rungis africain. Ce complexe finira bien évidemment de confirmer le positionnement de la province en tant que plateforme agro-industrielle d'avenir. Vous nous avez préparé une petite présentation des opportunités d'investissement agricole dans la région. M. Mohamed Kamel, à vous.
Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, vous serez un petit peu dépaysé avec mon exposé. Parce que le mot-clé de mon intervention, c'est le terroir, c'est l'arrière-pays. Je vais essayer en tant qu'ancien chercheur responsable à l'INRA de découvrir, de relire le terroir de Hamna avec ses potentialités agricoles. Est-ce qu'on peut avoir l'exposé? Alors, donc, une offre pour l'investissement dans l'agriculture durable et résiliente. C'est un challenge pour les investisseurs non conventionnels. Et sincèrement, il y a des opportunités très importantes que je vais essayer de faire émerger à travers mon exposé. Donc, il y a des indicateurs clés. Retenez cette carte. En jaune, c'est les zones bourres et en irrigué, donc en vert, c'est les zones irriguées. Donc, nous sommes dans un écosystème qui est à dominance pluviale. Si je résume en une diapositive les produits terroirs phares de Hamna, les voici en une image. Vous avez le vin sardi, le cactus qui a disparu, qui va réapparaître avec une nouvelle variété de résistance, l'aviculture. Ça, c'est un secteur dont on en parle très rarement. Et pourtant, c'est le premier secteur économique donc de Hamna. 365 millions d'œufs, 30 000 tonnes de viande blanche. Hamna est la première province d'aviculture. Et c'est un créneau très important. Bien sûr, il y a l'olivier, 20 000 hectares, le cumin et d'autres produits qui sont à venir. Hamna, elle a aussi un potentiel rural. Et je crois que c'est très important. Je vais essayer de faire émerger les potentialités de ce domaine-là. Hamna, vous le connaissez très bien, a un potentiel minier et solaire. Je laisse sous silence l'aspect minier qui est très, très important, qui est de l'OCP, mais l'aspect solaire qui me paraît important. Alors, d'après une étude, Hamna se positionne nettement en matière de produits pour le solaire. Je vais essayer par la suite de vous expliquer un petit peu les projets concrets qu'on puisse émerger à travers le solaire. Hamna également, comme vous le savez, il y a un centre d'excellence, Green Energy Park, qui offre également des potentialités très importantes en matière de R&D. Hamna a aussi un potentiel technologique et agro-industriel. Alors, je vais juste rappeler qu'il y a un agropole, qu'il y a un marché d'intérêt national, qu'il y a en matière de formation, il y a bien sûr l'IM6P, mais également le centre de formation agricole qui va démarrer l'année prochaine. Alors maintenant, le plus important, c'est quels sont les secteurs potentiels. Alors, je pars donc de la vocation première de Hamna, qui est l'élevage de moutons sardis. J'y ajoute le mot vocable durable, qui est très important, qui va nous offrir d'autres opportunités. Ce n'est pas la peine de parler des chiffres, mais si je parle en termes de projets d'investissement, parce que c'est ça la réponse. Par exemple, on peut envisager des ranges de ovins sardis durables en agroforesterie, comme le fait par exemple en Chili ou d'autres pays. On peut envisager un ovin sardi bio. Il y a déjà des investisseurs dans la région de Roumanie qui font cet élevage. Et nous allons initier justement à Hamna un élevage ovin sardi bio. Il y a pour les amateurs de mets raffinés l'agneau laitant. Actuellement, il y a le domaine agricole qui le fait, mais on peut envisager effectivement donc un investissement très important. Il y a tout ce qui est croisement industriel avec les races mérinos, etc. Il y a le tourisme pastoral. Et il y a effectivement, on peut envisager que Hamna devient une bourse nationale de l'ovin.
Rhamna, je l'avais dit, que se positionne très nettement en matière d'agriculture. Alors, si on pourrait effectivement, disons, reconvertir une partie de cette agriculture en biologique, ça serait donc un nouveau marché que nous allons gagner. Il y a des opportunités d'investissement en matière de poulet et œufs biologiques. Il y a donc des abattoirs et industries à transformation régionale qu'on puisse envisager ici. Mais peu importe, si pour tout le secteur, disons, de l'agriculture, personnellement, je rêve qu'il y ait un point fort à travers l'agropole d'un centre d'investissement sur l'équipement, l'agrofourniture et les services dans le cadre d'un agropole. Ça, c'est un élément important parce que jusqu'à présent, tous ces secteurs-là sont positionnés plutôt dans Casablanca. On peut envisager effectivement que Rhamna se positionne nettement à travers sa position stratégique d'en faire, disons, un hub pour tout ce qui est agrofourniture et donc les services dans l'agriculture. Et ça me paraît fondamental. Le Camelin. Alors, le Camelin, avec l'appui de M. le gouverneur, justement, il est petit à l'état actuel, mais on rêve avec lui qu'il devient un secteur clé. Il ne faut pas oublier que Rhamna était, et on pense dans les années à venir, qu'elle soit donc un berceau au nord de Rhamna. Il y a un mot-clé qui justifie cette importance, c'est le positionnement de Rhamna par rapport aux centres de consommation tels que Marrakech, Casablanca et la transformation. Donc notamment avec, pensez par exemple à Al-Koutouia ou d'autres industriels. C'est pour cela qu'il est proposé, donc, en termes d'investissement, de projets, de l'élevage camelin en semi-extensif. Il y a donc un potentiel en matière de transformation des viandes, couplé à la production, et bien sûr le lait. Les plantes aromatiques et médicinales. Bien sûr, Rhamna n'a pas un grand potentiel intrinsèque pour cultiver les plantes aromatiques médicinales. Mais il est situé effectivement sur un écosystème qui est favorable. Pensez à Marrakech et ses environs. Et d'ailleurs, un des séminaires qui a été tenu donc, en 2017, il envisage de créer une sorte de Silicon Valley pour les plantes aromatiques autour de Marrakech. Donc, nous, on joue cette position. Et donc, avec l'agropole, avec les zones industrielles, que ce soit de Sidi Bouasmane ou celle de Benguerir, on peut envisager effectivement de se positionner sur tout ce qui est high-tech, tout ce qui est l'agrotransformation des plantes aromatiques et médicinales. C'est ça le plus important. Et d'ailleurs, il y a déjà des investisseurs potentiels qui se manifestent à ce niveau-là. Pensez donc à tous les secteurs clés, la cosmétique verte, les huiles essentielles, l'industrie des épices, les tisanes, les compléments alimentaires, etc. Donc, à mon avis, c'est un des secteurs fondamentaux pour lesquels Rhamna va jouer sa position stratégique pour qu'elle devienne un hub en matière des plantes aromatiques et médicinales. L'agriculture biologique, ça c'est un secteur que M. le gouverneur aime bien développer dans la région. Il y a des raisons très simples. Nous avons un potentiel de 35 000 hectares. C'est limité par rapport donc à le Haouz, par rapport dans le Tchadla, etc. Donc le Rhamna a l'obligation, si elle veut se positionner dans l'agriculture, de jouer cette carte de l'agriculture biologique. D'autant plus qu'elle est à la porte de Casablanca, de Marrakech. Parmi les secteurs qu'on propose, c'est l'olivier à travers l'olive de table, l'ovin et le poulet bio, le cactus, le maraîchage. Là, en matière de maraîchage, il y a un potentiel très important en matière de légumes qui sont frais, prêts à porter, et pour le surgelé biologique. Il y a une demande très importante à l'échelle nationale et internationale. La filière cactus, vous le savez, Rhamna est connue pour cette espèce-là. Alors, il y a un grand effort qui est fait par le ministère de l'Agriculture pour aller jusqu'à 40 000 hectares dans les années 2030. Donc, il y a possibilité d'investir.
dans l'immédiat, en valorisant les productions qui existent déjà, dans le sous-massa, etc., je fais la même chose pour les PAM. Rien n'empêche effectivement qu'avec les productions nationales qui existent dans tous les pays, le nord et le sud, on peut commencer déjà pour créer un hub en matière de transformation du cactus, qui peut aller jus de fruits, confits, les huiles cosmétiques, etc. etc. Donc, j'utilise le positionnement de Rahamna pour, en quelque sorte, essayer de faire émerger des potentialités intrinsèques, mais qui peuvent utiliser effectivement tout ce qui est existant à l'échelle nationale, en attendant de trouver une production locale suffisante. Alors, l'écotourisme et le tourisme de sport, c'est un créneau que M. le gouverneur essaie de développer, qui est très important, en faisant prévaloir effectivement la position de Marrakech. Et ça, donc, je propose ici une série de projets. L'écotourisme dans les Jbilat, et donc l'écotourisme dans le mois de Morbi, c'est des choses que M. le gouverneur a proposé lui-même. Le sport de la nature, les Jbilat s'offrent ont un potentiel beaucoup plus important que le Haut Atlas par exemple. Parce qu'effectivement, c'est des petites montagnes, donc les touristes, les randonnées sont plus faciles que dans le Haut Atlas. Donc il y a un potentiel très important à ce niveau-là. L'artisanat rural, Rahamna est qualifié pour un certain nombre de secteurs d'artisanat qui sont justement dans les villages ruraux, qu'on pourrait effectivement reconvertir en sorte d'éco-village, donc avec une composante artisanat. Et il y a tout ce qui est la laine, il y a la dilanderie, vous voyez un petit peu dans les images, l'art et le savoir-faire de Rahamna qui est fantastique. Et ça se fait dans des villages. Et donc, on peut envisager effectivement des villages, il y en a 6 qui sont reconnus par des produits à l'échelle internationale, qu'on pourrait reconvertir donc, en matière d'artisanat. Avec M. le gouverneur, il y a l'idée de développer un centre d'excellence d'artisanat d'art à Ben Guerir. Le solaire, j'en ai parlé. Alors, en matière de possibilités d'investissement, je vais être très concret. Il y a tout ce qui est pour la production électrique photovoltaïque et agrivoltaïque. Monsieur Kamel, par manque de temps, les opportunités sont multiples. Il nous faudra toute une journée, j'imagine, pour tout parcourir. Mais par manque de temps, je vais vous demander d'écourter. Il vous reste 1 minute. Alors, je termine par cette diapositive. Si on schématise de manière plus globale, quelle sera l'offre de l'écosystème de Rahamna? Il y a l'agriculture, il y a le tourisme durable, il y a l'économie verte, il y a le numérique. J'ajoute le textile parce que c'est très important. On pourrait envisager effectivement qu'il y ait un hub de textile ici. J'ai eu une discussion personnellement avec la profession. Leur demande, c'est tout simplement de créer une zone franche dans l'agropole ou quelque part. Ils sont preneurs. Merci. Merci Monsieur Kamel. Alors nous avons parlé un petit peu de plusieurs secteurs, mais surtout de l'agriculture, et vous êtes expert d'agriculture. Et pour rester toujours dans l'agriculture, nous avons avec nous une femme formidable qui œuvre vraiment pour le développement de la province et qui justement parmi les projets sur lesquels travaille son institution, c'est l'intégration de la technologie pour le travail des coopératives, et nous aimerions vraiment en entendre plus. Donc je vais donner la parole à Madame Souad Abdelrahman avant. Bonjour Monsieur le Gouverneur, les invités. Bon, je me présente, Souad Abdelrahman, agricultrice dans la région de Rahamna, présidente des femmes agricultrices. Et présidente des femmes agricultrices Maroc. Donc je suis présidente de la coopérative Bladi qui a été créée en 2008. Qui a commencé par la préparation du sol. C'est la première coopérative qui a travaillé avec le semi-direct, qui a fait entrer le semi-direct à la région Rahamna. Et on a inauguré notre coopérative le 2 en 2021, le 2 février 2021, avec Monsieur le Gouverneur et Monsieur le Ministre de l'Agriculture à ce temps-là. Donc notre coopérative, elle a arrêté un moment, donc l'année 2021, du 8 2021 jusqu'à maintenant, elle a arrêté pour
renouveler tout le matériel qu'on a acquis et digitaliser nos programmes pour faire le fromage bio et healthy. Donc, dans notre projet, c'est d'acquérir des smart bacs. Donc, le ministre de l'Agriculture nous a donné des bacs pour ramasser le lait. Donc, nous sommes en train on a signé une convention avec une start-up, EG Solution, qui ne prépare des smart bacs que les femmes l'acquérir et que chaque femme on aura la data de son produit dès qu'elle allaite son caprin. Donc on va digitaliser tous nos produits et pour avoir un black change. Et aussi pour nos agriculteurs qui nous apportent du quinoa. Aussi parce que nous préparons des pâtes de quinoa et nous sommes dans l'innovation d'avoir, on prépare des produits protéiniques, surtout des fromages healthy à base probiotique pour traiter les gens qui ont les maladies intestinales et qui ont l'anémie. Donc on a créé un alicament à base de quinoa et de spiruline. Et aussi, on a créé, avec une doctorante de l'IMSISP, donc on a une convention de faire l'élevage de chlorella pour améliorer la montée de lait chez les caprins. Et merci. Excellent, vraiment très intéressant. Donc après l'agritech à Rhamna, l'agriculture à Rhamna, place à l'énergie tech avec M. Ahmed Baroudi. M. Baroudi, vous êtes aujourd'hui directeur général de la Société d'ingénierie énergétique, SIE, une super ESCO en charge de la mise en œuvre des projets d'efficacité énergétique au Maroc. M. Baroudi, votre institution a aujourd'hui un nouveau positionnement stratégique. Pourriez-vous nous en dire plus et nous parler du modèle d'efficacité énergétique national? Merci. Merci, avec plaisir. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Gouverneur pour l'invitation qui me permet d'être présent ici. Mais avant de vous parler de ça, j'ai entendu tout à l'heure Madame Sarah Sherif Douazan. Et du coup, j'ai immédiatement pris contact avec un ami qui est à Oakland, aux États-Unis, en Californie. Il a créé un accélérateur pour start-up. Et donc, je donnerai les coordonnées à Sarah Sherif Douazan. Et donc, toutes les demandes qui iront là-bas avec un mot-clé SIE auront un accueil particulier. Le président de cet accélérateur, je le fais venir, il sera ici présent, je viendrai au Start Gate, la première quinzaine de décembre. Voilà. Donc ça, je tenais à dire ça. Je sais et deuxième chose, l'ASIE, c'était au départ, il a été créé en 2010 en tant que société d'investissement de l'État. On a participé aux programmes nationaux. Puis 10 ans après un bilan, il y a un constat a été fait d'un déficit en efficacité énergétique. Et pour résumer, décision a été prise de faire de l'ASIE une super ESCO, c'est-à-dire un outil qui est là pour développer le secteur, exécuter les projets, et rien qu'exécuter les projets d'efficacité énergétique au niveau de l'État. Nous avons 5 secteurs à couvrir, les bâtiments de l'État, l'éclairage public, l'industrie et la mobilité. Le choix stratégique que j'ai fait et que j'ai traduit à ma gouvernance, c'est que l'ASIE, elle ne fera rien. Pas compliqué. On ne fera rien par rapport à l'objectif. On a 20% d'économie d'énergie à atteindre d'ici 2030 au niveau de l'État. Jamais l'ASIE n'atteindra ce résultat. Par contre, si on crée les conditions pour le secteur privé, j'entends par là les investisseurs privés et les entreprises privées pour qu'elles s'engagent dans le secteur de l'efficacité énergétique, alors on a une chance. Et donc, depuis plusieurs mois, nous travaillons d'arrache-pied sur le développement de briques fondamentales pour impulser le marché. Nous sommes en train de développer tout un pipeline de projets, privés et publics. Tous les projets qu'on développe, c'est jamais pour nous. Nous, on fait rien, on fait faire. C'est toujours le privé qui travaille, tout le temps. Ça, c'est une première chose. On a passé des accords de partenariat avec des sociétés de financement, que ce soit des sociétés de financement privées, des fonds d'investissement, des banques.
bientôt une société de leasing. En fait, j'ai besoin de benchmarker les meilleures adéquations des modèles financiers de financement avec les spécificités des contrats de performance énergétique. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai fait une enquête terrain auprès des entreprises privées pour leur dire, mais ma foi, pourquoi est-ce que vous ne vous engagez pas dans les secteurs d'efficacité énergétique? À l'unanimité, ils me disent, les banques ne suivent pas. On n'arrive pas à accéder au financement de contrats de performance énergétique. C'est difficile. Ok, j'ai fait le tour des banques et confiant. Parce que l'efficacité énergétique, c'est nouveau, les contrats de performance, c'est nouveau, c'est compliqué. La mesure du risque associé à un contrat de performance n'est pas simple, ce qui est vrai, etc. Très bien. Et du coup, nous sommes en train de lancer un nouveau modèle de contrat d'assurance. J'ai fait le tour des assureurs. Donc ça, on n'a pas encore communiqué là-dessus, mais je profite d'être ici pour l'annoncer. Un nouveau modèle de contrat d'assurance qui assure en fait deux choses: le bon fonctionnement des équipements et la performance des solutions déployées en efficacité énergétique pendant la période de payback. Ça signifie qu'on assure le cash flow. Je suis reparti à voir les banques, je leur dis, mais avec ce contrat d'assurance, c'est quoi votre position? Là, ils me disent, toutes à l'unanimité, je finance. Très bien. Donc on est en train de sortir, ça sera disponible début décembre, les contrats d'assurance pour l'ensemble des entreprises privées qui voudront aller s'engager dans le secteur d'efficacité énergétique. Elles pourront facilement aller chercher des financements auprès des banques. Autre brique importante pour le marché, j'ai signé en septembre un contrat de coopération avec la seule registre américaine habilitée à certifier les crédits carbone pour le Maroc. Et en fait, elle a un agrément worldwide qui a été donné par UNFCCC et le AMF. Et donc l'ASIE est le point d'entrée pour, aujourd'hui au Maroc, pour les certifications de crédit carbone. Très important parce que tous les projets qui sont engagés par des industriels, des municipalités, des fermes, etc., qui présentent des économies en crédit carbone ou des réductions d'émissions de crédit carbone, sont soumis à valorisation, donc à certification, et c'est du cash qui rentre directement chez les owners de projets, chaque année. Pour que ce soit possible, il faut pouvoir monitorer ces projets et cette performance énergétique, cette performance pendant un certain temps, en tout cas pour l'efficacité énergétique. C'est pour ça qu'on a engagé le développement d'un système de mesure et de vérification national pour l'efficacité énergétique. On vient de finir le design et je prévois de livrer le système à Leila Benali au ministère de la Transition énergétique au printemps prochain. Et à partir de là, tous les projets de l'État pourront être monitorés. Et qui de plus crédible que l'État, et donc notre ministère, pour répondre aux investisseurs du marché et leur dire que tel crédit carbone, bah oui, ça continue, la performance est toujours là, et voilà l'information certifiée. Donc ça, c'est un petit peu ce que nous faisons aujourd'hui. On a complètement changé de paradigme pour véritablement ouvrir au maximum le marché aux entreprises privées et aux investisseurs privés, car c'est grâce à eux qu'on y arrivera. Je reviens à Hamna. Hamna, j'ai une proposition malhonnête à faire à monsieur le gouverneur. J'ai beaucoup travaillé sur un concept de développement de valeurs en milieu rural. C'est des notions de coopérative énergie rurale, qui pourrait, je dirais, recruter et offrir du travail à des jeunes en milieu rural, mais dans le secteur d'efficacité énergétique, dans le secteur des énergies renouvelables, dans le secteur du waste to energy. Il y a vraiment beaucoup de secteurs et la proximité de l'UM6P est magnifique pour ça, vraiment magnifique. C'est un terreau exceptionnel. Moi, je serais assez partant de faire un montage, déjà une réflexion, un jeudi de réflexion avec OTED, avec Madame Sana Alemia Filal, que je remercie, qui est aussi ici, pour monter, faire un projet, un programme pour la région. Et à ce moment-là, comptez sur moi, on montrera les solutions, je lèverai les fonds pour vous et on engagera pour les jeunes. Donc voilà. Merci. Je peux ajouter que notre coopérative aussi, il travaille sur le zéro carbone. Donc même on est en train de créer une serre
smart avec une start-up de Stargate pour avoir nos plans bien digitalisés aussi et que aucun accès de personnes pour avoir des plans bien très bio, donc et naturels qui vont être avec pour préparer des colis pour nos yaourts. Merci. Merci Madame Abdelrahman, merci Monsieur Baroudi pour ce que vous faites. Moi je ne pense pas que la proposition soit aussi malhonnête que ça. Après l'énergie tech, on passe maintenant à la biotech avec Monsieur Gabriel Malka. Monsieur Malka, bonjour. Vous êtes doyen de l'Institut supérieur des sciences biologiques et paramédicales et vous êtes là avec nous pour nous parler de la bio et health tech à Rhamna. La province connaît aujourd'hui l'émergence d'une industrie pharmacologique fondée notamment sur la force de la recherche et de son talent pool. Monsieur Malka, merci, à vous. Merci monsieur. Monsieur le gouverneur, cher ami, monsieur le consul général, madame la vice-présidente du conseil régional, messieurs les élus, quand on m'a sollicité pour parler de santé et investissement, je me suis posé deux questions importantes qui étaient d'abord, pourquoi investir dans la santé? Et puis deuxièmement, pourquoi investir dans la santé dans la province de Rhamna? Alors, pourquoi investir dans la santé? À l'heure de la crise du Covid-19 que nous venons de traverser, cette pandémie a sensiblement redéfini les priorités du monde en recentrant la santé au cœur de tous les enjeux. En effet, les investisseurs sont de plus en plus en quête de sens. Et le monde de la finance l'a bien compris, avec le développement des fonds qui s'intéressent à la santé. La santé est devenue l'une des préoccupations majeures. Et un dernier sondage Ipsos en France a classé la santé dans la première préoccupation. Pour 86% des Français, la santé est en première position, l'éducation venant en seconde position. Alors, pour nous au Maroc, j'ai consulté une dizaine de discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu le bénisse. En effet, à chaque fois, le mot santé est revenu. Et le dernier discours, vous l'avez vu, a été la couverture médicale universelle pour tous les citoyens marocains. Et donc, nous avons, de ce fait-là, une ligne de conduite donnée par le guide. Donc les fonds. Quel est l'intérêt de ce thème pour les investisseurs au Maroc? En effet, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe dans la population mondiale, le Maroc subit un vieillissement de sa population. 1962, espérance de vie 46 ans. 2022, nous sommes à 76 ans. Qu'allons-nous faire de nos vœux? Deuxièmement, on a une transition au niveau de l'épidémiologie. Pourquoi? Parce que première cause de décès au Maroc, maladie cardiovasculaire. Deuxième cause de décès au Maroc, l'accident vasculaire cérébral. Troisième cause de décès au Maroc, le diabète. Le cancer ne venant qu'en 5e position. Et donc cette pandémie a amené une réflexion des États, en effet, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on s'est aperçu, aussi bien en France, en Europe que partout, de l'insuffisance des équipements et surtout une demande de plus en plus accrue de protection de la part des populations. Donc, on a un besoin d'efficacité et aussi de qualité des dépenses de santé. Alors, les thèmes d'investissement, c'est vrai, on peut les tourner autour de 3 thèmes. D'abord, prévenir. Deuxièmement, soigner et se soigner. Troisièmement, le mieux vivre.
En effet, prévenir. Beaucoup de sociétés ont développé des activités dans le secteur du diagnostic, de la certification, de la technologie médicale, de l'assurance. Les assurances se sont intéressées aussi. Rappelez-vous l'introduction de Saham dans la santé avec la création de Saham Santé. Pourquoi? Parce que les assurances ont compris que la santé devenait un marché. Se soigner, c'est avec le développement de la digitalisation, les téléconsultations, la téléexpertise, les biotechnologies. Alors, l'OCP, qui est notre maison mère, produit du phosphate. Or, tous les biomatériaux sont issus du phosphate. Et quand j'ai eu beaucoup de discussions au niveau de l'OCP, j'ai montré qu'une tonne de fertilisant coûtait 10 fois moins cher qu'une tonne de biomatériaux. Et c'est pour ça que l'objet de nos recherches actuellement s'oriente vers le développement des biomatériaux à grande échelle. Enfin, la distribution pharmaceutique. Le mieux vivre, on a ce qu'on appelle, cheveux gris, la silver economy. On s'est aperçu que ça représente une économie énorme, parce que tous ces vieux consomment des médicaments, certes, mais voyagent, se développent. Vous savez que L'Oréal, le plus grand chiffre d'affaires de L'Oréal, se situe au niveau des produits cosmétiques pour les vieux. Ça, c'est intéressant. Deuxièmement, le sport. On voit tout le monde courir partout. Voilà l'industrie encore qui développe. Le bien-être, on entend parler partout. La nutrition, oh là, hein, à la télé, je regardais encore hier soir, c'est comme j'aime, ça coûte, les régimes sont gratuits presque. Et l'immobilier dans la santé, la France a développé les SCPI en santé. Et vous verrez que les résultats sont spectaculaires. En effet, la santé, elle va évoluer avec la digitalisation. Effectivement, comme vous verrez dans notre projet de santé, nous allons créer un hôpital entièrement digitalisé. Pourquoi? Parce qu'on va faire des économies. La digitalisation, la téléconsultation, la téléexpertise. À l'heure d'aujourd'hui, je peux avoir une consultation à San Francisco pour vous donner un résultat parfait sur une radio ou sur une IRM. Alors, et la dernière étude de McKinsey a montré que la santé pouvait produire une augmentation de revenus de 5 à 6%, alors que la croissance mondiale est de 3%. Donc voilà pourquoi je veux investir en santé, pourquoi il faut investir en santé. Et en lisant un certain nombre de revues cette semaine, j'ai vu investir dans la santé, c'est durable, investir dans la santé, un pari gagnant pour la croissance, la silver economy, un nouveau modèle économique. Donc vous voyez que la santé est devenue un point important même dans l'économie. Alors pourquoi investir dans la provenance de Hamna? Ça c'est la deuxième question. Pourquoi? Tout d'abord, on a une région d'abord qui est vraiment sous-médicalisée. Sachez que le nombre de lits pour 1000 habitants dans la région de Hamna est à 0,6 lits. Sachez que l'Algérie est à 3,8 lits pour 1000 habitants, que la Tunisie est à 2,9 lits pour 1000 habitants, et que nous sommes à 0,6 lits. Deuxièmement, vous l'avez vu avec le développement de toutes les facultés de médecine, c'est qu'on a pris conscience qu'on manquait de médecins, alors que le Maroc est un exportateur de médecins. Il y a actuellement 10 000 médecins marocains à l'étranger. Alors on peut se poser la question, pourquoi ces 10 000 médecins sont à l'étranger? Alors là, on peut envisager un certain nombre de facteurs que je ne détaillerai pas ici. Il y a aussi le manque de personnel paramédical. Nous avons eu une politique malthusianiste un peu au niveau du Maroc, en faisant des écoles de santé publique, de écoles d'infirmières d'État, qui ont fermé les robinets. Comme quand on a appliqué la réforme des études médicales au Maroc, on a appliqué la même réforme qu'en France. En France, on estimait qu'on avait trop de médecins. D'accord? Au Maroc, on n'avait pas assez de médecins, mais on a quand même fait la réforme et on a limité le nombre de médecins. Sur le plan régional, je dirais qu'on a ce que j'appelle moi le syndrome du millefeuille. Au lieu d'avoir des établissements de santé bien disproportionnés, bien répartis, nous avons des millefeuilles avec des cliniques privées qui s'ouvrent comme elles veulent.
avec des centres de santé qui parfois évoluent cas un cas. Et donc voilà un peu toutes les raisons qui font que nous sommes là. Alors l'écosystème, ben, c'est vrai que l'UM6P est venu là. L'UM6P donc est là avec la création de la faculté des sciences médicales qui a commencé par former d'abord une école d'infirmières, ensuite des licences professionnelles dans le secteur de la santé et depuis le 19 septembre, ben, je vous annonce l'ouverture de la faculté de médecine, de la faculté de pharmacie et l'ouverture l'année prochaine d'une école d'ingénieurs biomédicaux. Alors, je veux ici remercier deux personnes. Monsieur Moustapha Terra, président de l'OCP, qui nous a permis de réaliser un rêve. Un rêve de construire, comme vous le verrez, la Smart Healthcare City qui va être localisée à Ben Guerir. Et puis, monsieur Hicham Labdi, le président de l'université, chez qui j'ai trouvé beaucoup d'écoute et surtout une aide importante pour arriver à faire évoluer. Sachez que les premiers coups de pioche du futur CHU ont déjà été donnés. Alors, la Smart Healthcare City, c'est quoi? Ça va ressembler, alors, on a essayé de faire un amalgame entre l'État et le privé. Et nous sommes au milieu. L'UM6P va construire un CHU de 200 lits, va construire un centre de rééducation de 120 lits et un hôpital gériatrique de 70 lits. Vous voyez, on a pensé aux vieux. À côté, il va y avoir l'hôpital provincial de 120 lits avec qui nous allons travailler en collaboration. Et de l'autre côté, il va y avoir un centre anticancéreux. Un centre anticancéreux qui va être fait par une société privée qui va être en convention avec nous. Alors la Smart Healthcare City va bénéficier de quoi? Des étudiants en médecine qui vont pouvoir être formés. Sachez que nos médecins qui seront formés seront aussi bien des docteurs en médecine praticiens, mais aussi des chercheurs. La recherche est obligatoire pour tous les étudiants. Deuxièmement, nous avons créé un écosystème avec la SADV, là, que je remercie, parce qu'avec qui nous avons travaillé. Nous avons attiré, vous allez le voir, un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques et nous sommes en train de devenir tout doucement la R&D des laboratoires pharmaceutiques. Innovation dans la santé, ça passe d'abord par l'enseignement. Et nous avons appliqué les nouvelles méthodes d'enseignement de pédagogie inversée, c'est-à-dire c'est l'étudiant qui fait cours, c'est pas le professeur. Et donc cela, on voit avec les premières expériences, les premières années de médecine, les étudiants sont ravis de cette façon de travailler. Ils travaillent en groupe, ils travaillent ensemble. Et ce qu'on appelle l'enseignement par la simulation. C'est-à-dire nous sommes en train de créer un grand centre de simulation où les étudiants peuvent passer quand ils veulent et répéter les gestes sans arrêt. Et pour faire de l'évolution, il faut des laboratoires de recherche. Alors, ces laboratoires de recherche, qui sont au nombre de 6, on ne va pas les détailler ici, ça passe de la digitalisation, de l'intelligence artificielle et médecine, par la biologie cellulaire et la biologie moléculaire. Nous avons des chercheurs qui travaillent sur les tumeurs cérébrales. Nous allons, au niveau du CHU, il va y avoir un centre de transplantation hépatique qui va être fait avec le CHU de Lausanne. Et puis, on a développé des partenariats pour développer tout cela. Pourquoi investir? Parce que les laboratoires pharmaceutiques ont compris qu'il fallait investir à côté de l'université. Et nous avons déjà 2 gros laboratoires qui ont signé une convention avec nous, qui vont s'installer bientôt. Laboratoire Cooper Pharma, je fais de la réclame, Sotema, qui sont les 2 plus gros laboratoires marocains. Donc s'ils sont venus à Al-Hamna, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait un potentiel ici. Et c'est vrai que de plus en plus, nous sommes sollicités par un certain nombre de gens qui travaillent dans la santé. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de développement sans partenariat. Et nos meilleurs tuteurs pour la faculté de médecine sont 2 universités, la Harvard Medical School et l'université de Jérusalem. Actuellement, nous avons 6 doctorants qui sont en stage à l'université de Jérusalem dans des laboratoires de recherche. Et les dernières nouvelles que nous avons eues, les gens sont ravis d'avoir nos étudiants marocains et surtout sont ravis de la qualité de ces étudiants marocains. Alors l'écosystème, vous avez vu, c'est tout un système avec un CHU, un hôpital gériatrique,
un centre de rééducation, un centre d'oncologie, un hôpital provincial, et tout cela va être situé dans la même zone. Donc, pour terminer, je voudrais dire que le vieillissement de la population, la croissance démographique, la recherche du bien-être sont des facteurs importants pour investir en santé. On a vu toutes les cases qu'on peut remplir, mais surtout, c'est pour pouvoir contrôler les dépenses de santé. Et je termine pour vous montrer la photo du futur CHU qui ouvrira ses portes le 1er septembre 2024. Je vous remercie. Merci M. Malka et bravo. Avant de clôturer le panel et de clôturer l'événement, nous avons une toute dernière intervention qui est prévue en one-to-one. Cette intervention a été prévue différemment parce qu'elle est spéciale pour nous, parce qu'elle est différente. La première particularité, c'est qu'elle est en anglais, mais je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que j'arrive à la ville verte, je deviens anglophone, donc je ne m'inquiète pas pour... J'imagine que ça va être la même chose pour vous. And so without further ado, I'm going to call on stage Mr. Robert Marcus. Mr. Robert Marcus was the founder of Alpha 10X, a startup that we're very proud on having here in Ben Guerir. And what we're... Yes, grab a mic. Welcome and thank you for having accepted our invitation. What we would like to know, what we're very interested in finding out, is why Ben Guerir, first of all, and what's next for Alpha 10X? Well, that is a great question. So 2 of your graduates from UM6P went to École Polytechnique and then joined my company as interns. And as a result of that, I learned about UM6P. I came here and I was completely blown away by the vision, the audacity, the grandeur of the mission. And as a result of that, we now have a team at Startgate, and we have committed to invest multiple millions of dollars in the development of our R&D facility here through a partnership with UM6P. Alpha 10X is very much focused on the future. We are a deep tech artificial intelligence startup. We're currently headquartered in Aix-en-Provence in the south of France, offices in Luxembourg in the US, rapidly growing. Our aspiration is to become a unicorn. For those of you who don't know Silicon Valley speak, it's a $1 billion company, but an impact unicorn, a company that has a valuation of $1 billion, but positively impacts the lives of more than 1 billion people. This is our mission, and we find a really pure and a beautiful alignment with UM6P and with everything happening over here in Marrakesh and Ben Guerir. It is just really a privilege, and it is inspiring to be a part of these conversations. I lived in Silicon Valley for many years. I think the analogy mentioned earlier of the distance between Palo Alto and San Francisco is really relevant. Also, the center of gravity for Silicon Valley is Stanford University, and here you have UM6P. There are many missing links that will have to be brought into the mix, but the opportunity is extraordinary, the timing is amazing, and I just feel immensely privileged to be a part of this journey. Wonderful. Thank you so much once again for having accepted our invitation. Looking forward to doing some great things together and to seeing you grow here in our region. Thank you very much. Thank you so much. Thanks.